plaisir, je vous souhaite la bienvenue. Donc, comme je le disais, vous êtes ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Congo, Brazzaville. Toute première question à votre endroit. Comment va le Congo aujourd'hui? D'abord, je suis ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice sous le président Pascal Lissouba, parce que je n'ai pas été garde des Sceaux sous M. Sassou, qui est actuellement chef d'État au Congo. Le Congo va mal, la situation économique et sociale est désastreuse, le pays est à genoux, et plus rien ne va. Plus rien ne va. Et je rappelle aussi, vous faites partie de l'opposition congolaise, dont vous êtes le coordinateur du côté de l'Europe, si j'ai bien compris. Voilà, je suis le représentant de l'opposition congolaise en Europe. Bien. Alors, tout va mal au Congo. Le Congo se porte mal, là, si je comprends bien. J'imagine la faute au président Sassou. Oui, la faute au président Sassou qui a très mal géré son pays parce que quand il fait un coup d'État en 97 pour revenir au pouvoir, un coup d'État qui a expulsé de manière violente et qui a fait des milliers de morts, expulsé le président Sassou en 97, il revient par les armes. Et depuis 20 ans, il est là, depuis 97, le pays a engrangé beaucoup d'argent, le pays est pays producteur de pétrole. Avec cette production de pétrole, le pays a encaissé beaucoup d'argent. Il a essayé de faire quelques infrastructures routières, mais aujourd'hui, la situation économique et sociale est désastreuse. Les étudiants n'ont pas de bourse, les fonctionnaires sont irrégulièrement payés. Là, nous sommes fin novembre, les fonctionnaires ne sont pas payés. Le CHU, le grand centre hospitalier universitaire du pays est fermé. Sans compter que le trafic des chemins de fer, le trafic ferroviaire est aussi arrêté. La situation est très mauvaise, il y a beaucoup de conflits sociaux, les libertés fondamentales sont confisquées. Pendant que nous sommes, il y a les avocats du pays du barreau de Pointe-Noire qui ont déclenché un mot d'ordre de grève illimité parce que l'un de leurs a été très injustement arrêté et gardé à la Direction générale d'administration du territoire. Donc bref, le pays va mal, M. Sassou a très mal géré. Si le pays va mal, c'est pas sa faute. Il a une équipe de pillards qui a préféré s'enrichir, qui a préféré s'approprier les richesses nationales sans créer les conditions du partage national pour que tout le monde en tire profit. Dites-moi, si M. Sassou a réussi à s'imposer, comme vous le préconisez, en vous écoutant pendant 20 ans, et il a gêné le pays, mais où est l'opposition congolaise? Mais vous savez, l'opposition congolaise, elle est bien là au pays, mais elle n'a pas les moyens d'expression. Les libertés fondamentales sont confisquées, l'opposition n'a pas droit aux médias publics, pendant que nous y sommes, cette opposition qui est au pays ne peut pas sortir du territoire national, même à l'intérieur du territoire, il ne peut pas se mouvoir comme il faut. Monsieur Sassou... Attendez, vous dites que l'opposition ne peut pas sortir du territoire national? Attendez, oui, pendant que nous y sommes, les responsables de l'opposition ne peuvent pas sortir du territoire national, d'ailleurs. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'ils ont une condamnation juridique? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de condamnation juridique, ce sont des moyens de pression, ce sont des formes de répression pour faire évanouir l'opposition sans plus. Elle ne sort pas, les membres de l'opposition ne peuvent pas sortir dans des conditions légales, même si ce sont des anciens ministres avec des passeports, difficilement ils laissent sortir, parce qu'il craint que l'opposition en sortant certainement dénonce ce qui se fait dans le pays à l'extérieur, mais il oublie qu'à l'extérieur, nous qui sommes ici, nous dénonçons ce qui s'y fait très mal. Ils ne sont pas condamnés. Vous prenez Mme Mounari qui n'est pas condamnée, elle ne peut pas sortir. M. Boao qui n'est pas condamné, elle ne peut pas sortir. Il y a une semaine à peu près, ils ont même été embastillés pour avoir organisé une manifestation pacifique dans le pays. D'accord, l'opposition ne peut pas sortir. Alors, non seulement elle ne peut pas sortir, mais elle ne s'exprime pas librement. Elle est interdite, elle ne peut pas manifester, elle ne peut pas organiser des réunions sur les lieux publics, elle ne passe pas sur les médias publics.
Bref, tout ce qu'il a comme liberté fondamentale dont jouit l'opposition ne profite pas à cette opposition parce que le pouvoir crée les conditions de réprimer cette opposition. Et alors, dites-moi, est-ce que l'opposition n'a pas de représentation au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, lors des dernières élections? Est-ce que au niveau des élections législatives, par exemple? Voilà, je suis d'un parti, dans le parti, avec quelques représentations à l'Assemblée nationale, mais c'est insignifiant. 8 députés, c'est une majorité de 152, c'est insignifiant. Il y a 2 partis de l'opposition à l'Assemblée nationale, le parti de Yuki, de M. Parfait Kolela, il y a l'UPADES, le parti de Pascal Lissouba, mais les 2 partis, c'est des représentations insignifiantes. Je crois que c'est 8 et 8, ou bien ça fait à peu près 15 ou 16 députés sur 152. C'est insignifiant. On ne peut pas du tout empêcher le pouvoir d'exercer, de faire voter ces lois dans de telles conditions. C'est une opposition qui existe, mais qui n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour s'exercer librement. Parce que le pouvoir fait tout pour qu'elle ne s'exprime pas. D'accord. Mais est-ce que quelque part aussi l'opposition n'a pas du mal à pouvoir se faire entendre? Parce que cela se passe en 2017 qu'on empêche l'opposition de sortir du territoire sans condamnation aucune. Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas un problème peut-être d'efficacité de l'opposition de pouvoir se faire entendre dans ce monde? Non, depuis 97, c'est maintenant, il y a des périodes où les membres de l'opposition ne sortent pas. Mais ce n'est pas une interdiction permanente depuis 97, non. Ces derniers temps, depuis que M. Sassou il a modifié la Constitution, il a organisé un hold-up électoral, parce qu'il était battu, il a dû s'imposer par la force, d'ailleurs la communauté internationale le sait, et il exerce de plus en plus la pression de cette opposition pour qu'elle ne conteste pas, elle ne dise pas ce qu'elle devrait dire normalement dans des conditions de liberté absolue. Elle a organisé l'opposition, mais pour s'organiser, il faut avoir les moyens d'expression. Vous avez beau vous organiser, si vous n'avez pas les moyens d'expression, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas aller sur les médias, vous ne pouvez pas vous réunir dans des conditions normales, vous ne pouvez rien faire. Parce que pour que l'opposition existe, il faut qu'elle ait le lien patriotique avec le peuple. Et si ce lien patriotique ne se fait pas, vous demeurez comme des messieurs ordinaires qui sont dans les salons sans travailler, sans vous mettre en relation avec le peuple. C'est ce qui nous manque aujourd'hui parce que le monsieur Sassou, il crée les conditions pour que le lien patriotique entre l'opposition et le peuple ne se fasse pas. D'accord. Bien, voilà, mes auditeurs, donc notre invité de cette première partie, c'est l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux du Congo-Brazza. Donc, voilà, monsieur Mariotti. Alors, tenez, monsieur Mariotti, je voudrais savoir, récemment, j'ai vu au niveau de lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai vu la question des poules, des gens qui ont été arrêtés, qu'on a même fait comprendre que le pouvoir a fait un pas parce qu'il y a certains qui ont été libérés. Expliquez-nous, mais qu'est-ce qui se passe concrètement, cette question de poules? Oui, mais dans le pool, depuis le 4 mars 2016, au lendemain de la victoire de M. Sassou, qui est une victoire imposée à la nation congolaise, parce que je vous l'ai dit, il a été battu, il y a eu des violences dans la partie sud de Brazzaville, à Bakongo. À la suite de ces violences, à Bakongo, c'est créé la guerre du pôle, et parce que le pouvoir estime que c'est M. Ntoumi qui est dans le pôle, qui est à l'origine de ces violences à Bakongo, et il y a donc eu des bataillons militaires, il y a donc eu beaucoup de militaires qui se sont déportés dans le pôle pour rechercher M. Ntoumi, qui pour le pouvoir est à l'origine des violences qu'il a eues dans la partie sud de Brazzaville. Bon, depuis 1 an et demi, malgré toutes les violences qui s'y passent, malgré tous les déplacements des populations, malgré tout l'armement militaire du pouvoir qui s'y déportait, le pouvoir n'a pas mis la main sur M. Ntoumi. Et ces derniers temps, comme vous l'avez dit, il y a eu quelques remises en liberté de ces partisans qui étaient détenus dans les prisons, dans les commissariats, mais ça ne règle rien. Ça ne règle rien parce que remettre quelqu'un en liberté, ça ne règle pas la question du pôle.
dans les déplacés sont toujours hors de leur terre, les écoles ne sont pas totalement fonctionnelles. Ça ne règle rien. Le fait d'avoir sorti une ou deux personnes qui étaient détenues dans les commissariats ou bien à la maison d'Ariel, ça ne résout pas fondamentalement la question du pool, qui est une excroissance de la question nationale, qui est une excroissance de la crise nationale, parce que le pool, la guerre du pool vient au lendemain du hold-up électoral de M. Sassou. La question du pool trouve la solution que dans un contexte, dans un règlement global de la crise nationale au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, vous voyez bien, depuis que ces frères sont sortis, ont été remis en liberté, bon, Ntoumi est toujours en forêt. Ntoumi est toujours en forêt. La question du pool ne peut se régler que si Ntoumi est présent là où nous la réglons, dans un contexte national. On a beau remettre en liberté des collaborateurs, des camarades, des partisans de Ntoumi, mais tant que Ntoumi est toujours en bourse, tant que Ntoumi n'apparaît pas publiquement, tant qu'il n'y a pas un compromis national pour régler la question nationale dans celle du pool, on n'a rien réglé. Ces remises en liberté sont des remises en liberté qui n'auront aucun effet sur la solution à la crise du pool. D'accord. Alors, quelle est la proposition de solution par rapport à cette question pour l'opposition congolaise? Mais je vous ai dit tout à l'heure que la question du pool, c'est une excroissance de la crise que traverse le Congo. Et c'est quoi la solution maintenant? Donc, la solution, c'est un rassemblement. D'abord, il faut libérer tous les prisonniers politiques, le général Mokoko, Okombi, tous ceux qui sont détenus de manière illégale et arbitraire dans les maisons d'arrêt, remettre en liberté tous ces prisonniers politiques, arrêter les violences dans le pool, retirer complètement les militaires qui sont dans le pool et créer les conditions pour que dans un dialogue, dans un compromis national, les prisonniers politiques présents, Ntoumi présents, nous cherchons la solution à la nation. C'est ça la solution à la nation, parce que la question du pool, si vous voulez la régler uniquement avec Ntoumi, uniquement avec les ressortissants du pool, vous n'avez rien réglé, puisqu'elle est sous-jacente de la crise nationale. Elle est une excroissance de la crise nationale. Il faut que la nation entière, avec des préalables remise en liberté des prisonniers politiques, arrête des violences dans le pool, sortie de Ntoumi avec toutes les garanties nécessaires, toutes les garanties nécessaires, et la nation se réunit, et nous trouvons la solution, avec Sassou qui est là, puisqu'il est générateur de cette crise-là. Il est générateur de cette crise-là, la solution se trouve avec lui, puisqu'il est générateur de la crise. Bien. Alors, de manière totalement souveraine, en faisant que les libertés fondamentales et la sécurité de tous ceux qui viendront à ce compromis national soient fortement garantis. Alors, dites-moi, monsieur Mariotti, dans toute cette crise congolaise, dans cette situation donc, où l'opposition ne joue pas de tous ses droits, où on l'empêche, même l'opposition, selon votre dire, de sortir du pays, mais elle est où l'Union africaine dans tout ça? Est-ce que vous avez attiré votre attention sur l'institution africaine qui est là? Mais oui, mon frère, mais l'UA, quelle est la force de l'UA sur les oppositions africaines? Quelle est la force de l'UA pour faire entendre raison au chef d'État? Qu'est-ce que l'UA a fait dans la crise du Congo-Kinshasa aujourd'hui? Kabila a eu son mandat fini. Non, vous n'avez aucune confiance à l'UA? Écoutez-moi d'abord, Kabila avait fini son mandat il y a un an, il a eu un mandat supplémentaire. Et là encore, on doit aller jusqu'à 2018, sans être sûr qu'en 2018, nous ayons des élections. Le président Alpha Condé, on a il y a des rumeurs sur une possibilité de modification de la Constitution. Mais les chefs d'État... Et le président en exercice de l'Union africaine. Oui, il y a comme une rumeur de modification qui va arriver de la Constitution pour qu'il fasse un troisième mandat. Nous, c'est pas que nous n'ayons pas confiance à l'Union africaine, mais nous pensons que l'Union africaine ne facilite pas les démocraties en Afrique.
l'Union africaine ne facilite pas les démocraties, l'éclosion des démocraties en Afrique. Vous avez entendu l'Union africaine aller devant un chef d'État qui a violé la Constitution, lui dire, bon écoutez, vous avez violé la Constitution, mettez-vous de côté. Mais ça suit, il a violé la Constitution en 2015 en se donnant un troisième mandat au vu et au su de tout le monde. Kabila vient de finir son mandat, là il en prend note gratuitement au vu et au su de tout le monde. Moi, ce n'est pas que nous n'ayons pas confiance à l'Union africaine, mais l'Union africaine ne crée pas les conditions de s'imposer comme une institution qui rend service à la démocratie africaine. C'est une organisation complice des chefs d'État. Alors, au niveau de l'Union africaine, mais vous aussi, les opposants africains, et par là, je vais parler aussi de la société civile africaine, vous n'avez pas cette coordination pour pouvoir faire face aux dirigeants africains qu'ils n'avaient pas confiance à l'institution africaine, mais est-ce que aussi les opposants africains sont aussi structurés? Mais les oppositions africaines, elles se battent les mains nues. Les oppositions africaines qui essaient de se battre aujourd'hui, qui sont fortes, c'est surtout l'opposition africaine et l'opposition togolaise. Au Togo, bon, elle se bat avec toutes les conséquences que ça comporte, emprisonnement, mort d'homme. Mais qu'est-ce que l'UIA a fait jusqu'à présent à l'Union africaine? On a appris vaguement qu'il y aurait un dialogue. Voyons, l'opposition a posé les conditions avant ce dialogue-là. On va voir si le président Alpha Condé va faire pression sur le président Faure pour que ces conditions soient remplies. On en est là. Le test de l'Union africaine, aujourd'hui, c'est le test. Mais j'ai envie de poser une question. Togo. Je vous comprends, oui. Vous n'avez pas confiance à l'institution africaine, mais est-ce que vous avez quand même pensé à écrire, c'est-à-dire que même si vous savez que vous n'avez pas confiance, ne serait-ce que pour l'histoire, attirer leur attention par rapport à ce qui se passe au Congo, pour qu'ils prennent les responsabilités, ne serait-ce que ça. Est-ce que l'opposition congolaise l'a fait? Mais si! L'opposition congolaise, elle court monts et vallées au plan international pour faire entendre la cause du peuple congolais, pour faire entendre la cause des forces démocratiques. Nous en parlons, nous allons dans les chancelleries. Bon, pour moi qui suis le représentant de l'opposition congolaise à l'étranger, bon, moi je côtoie les ambassades, je parle avec les responsables, nous allons devant les institutions internationales pour que notre cause soit entendue. Mais est-ce qu'elle est entendue réellement? On vous dit qu'on est au courant, qu'on regardera, qu'on va vous aider, mais sans plus. Vous vous rendez compte, un pays comme le Congo, où il y a la guerre dans le pôle, où il y a un chef d'État qui se met dans des conditions irrégulières pour un troisième camp. Vous avez déjà entendu quelque part aux Nations Unies, à l'Union africaine, un chef d'État prend une position en faveur de la cause congolaise? Jamais. Vous avez entendu parler? Alors on a entendu beaucoup de bruit, sur le Zimbabwe, là. On entend beaucoup de bruit sur ce qui se passe au Togo. Mais on n'a jamais rien entendu sur le Congo. Alors qu'il y a des déplacés, il y a la question des droits humains qui se pose avec gravité dans le pool. On n'a jamais rien entendu. Aujourd'hui, vous avez un pays où un CHU, un centre hospitalier universitaire est fermé. Vous avez entendu quelque part, Macron, il était en Afrique. Il connaît certainement le dossier du Congo. Il connaît certainement ce qui se passe dans le pôle. Bon, il dit vaguement que la France n'a plus de politique africaine. Mais il peut faire une sortie pour dire à ses chefs d'État, même s'il n'a plus de politique africaine de la France, il peut dire, mais c'est dictature, c'est dictateur. Mais écoutez, arrêtez de détruire vos nations, vos peuples, arrêtez de réprimer les oppositions, arrêtez dans un pays comme dans une des terres comme celle du pôle, il faut que la communauté internationale aille voir comment ça s'y passe. Ok. On ne dit rien. Bien. On ne dit rien. Bien, on ne dit rien, Voilà, merci. Restez en ligne. Je parle un autre Congolais par rapport à cette question. Ensuite, je vais revenir avec vous sur d'autres sujets, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il reste 10 minutes environ. On parlera du Zimbabwe, on va retomber sur le cas du Zimbabwe. Et puis, le sommet Africa, le rapport qui a eu lieu à Abidjan ces derniers jours. Alors, du côté de la France, toujours, monsieur Adrien Ouabalakou. Je vous dis, vous avez fini avec moi? Non, restez en ligne, monsieur Mariotti. Restez en ligne. Je vais juste avoir un autre Congolais qui va donner son avis aussi, quelques commentaires. Ensuite, je vous reviendrai pour avoir votre analyse sur
concernant le Zimbabwe et puis concernant le sommet voilà, donc, de l'Afrique et de l'Europe. Alors, monsieur Adrien Ouabalakou, je vais ouvrir votre micro si vous m'entendez. Bonsoir. Je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends, vous êtes en direct. Bonsoir. Je voulais vous dire, monsieur Ahmed Ba, bonsoir, et également à mon grand frère, le ministre Ouabari, que c'est un très bon moment que nous passons pour éclairer en tout cas la lanterne congolaise. Moi, ce que je voudrais ajouter ici, pour ne pas rentrer dans la polémique, il y a eu assez de bavardage au Congo. Il nous faut construire un Congo nouveau avec tous les Congolais, car je ne vois pas une autre issue de l'insulte à la menace. Les pas ont été inopportunément franchis, ici et là, et ce n'est pas bon pour l'épanouissement de notre beau pays, le Congo. Je pense qu'on peut faire la politique autrement, sans vulgarité, en privilégiant l'échange d'idées, argument contre argument. Pour l'amour du Congo, c'est ce que j'ai fait avec le Premier ministre, je pense, de M. Sassou. J'ignore le nom, parce qu'il gère très mal le Congo. Voilà, M. Mwamba, ça me revient. Donc, j'ai toujours soutenu la politique. J'ai toujours soutenu que la politique est un espace du vivre ensemble et non un lieu de suicide collectif. Tel qu'on est parti là, eh bien, personne n'y passera. Donc, il faut que nous apprenions à écouter les uns les autres, parce que l'écoute, c'est parler deux fois. Donc, je n'entends pas, pour ma part, participer au débat politique obtus qui ne servent pas la cause de notre peuple. Alors, dites-moi, attendez, je ne suis pas en train de bien vous suivre. Vous parlez de débats obtus, et soyez clair, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qui est en train de faire un débat obtus au Congo? Est revenu au pouvoir, comme le disait le ministre Ouabari. Oui. Il n'a pas su, en tout cas, transformer sa victoire militaire en succès politique. C'est ce que nous attendons. Aucun pays ne s'est développé avec la guerre. Donc, je pense qu'il faut remettre la balle au centre et que le Congo, nous sommes tous les enfants de ce pays et que nous avons à discuter les uns des autres pour bâtir un nouveau Congo. Voilà, c'est pas par les armes que nous allons bâtir le Congo et je suis formellement opposé à ça. Et d'ailleurs, les lignes n'ont pas que fait bouger. Il y a eu des gens, il y a eu des traversées des lignes. Bon, quand je vois les amis qui étaient du côté du président Bruno Mouélé, avec ce retournement presque à 180 degrés, donc le dialogue semble être maintenant compris des Congolais. Nous étions les premiers à parler du dialogue. Sans dialogue, rien ne peut se faire au Congo. Dieu merci que nous avons été franchis. Okay. Donc nous n'allons pas attendre quand même l'unanimité pour faire le dialogue au Congo. On peut partir d'une majorité qualifiée pour asseoir, en tout cas, ce dialogue et pour les biens de tous les peuples congolais. Bien. Merci, monsieur. Voilà, monsieur Adrien Ouabalakou d'être passé ce soir. Pardon? Voilà. Je dis merci pour votre intervention. Oui, je voulais ajouter que finalement, pour tout dire, je suis convaincu que la violence n'apportera rien au Congo et que monsieur Sassou entende de cet appel. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Ça ne sert à rien de venir s'enculer au pouvoir. Nous perdons du temps. La situation en Libye, je n'ai pas compris. Quand on fait quand même venir les chefs des tribus en Libye, voilà une porte pour aller chercher nos frères noirs dans les taux d'esclavage. Je pense que là, il aurait fait quand même un bon geste pour l'Afrique. Maintenant, concernant le Congo, il doit remettre la balle au centre, discuter avec tous les Congolais, la guerre du pôle parce que ce n'est pas normal. Il va de l'État dans son rôle régalien, c'est de protéger les populations du territoire. Mais là, c'est quand même un officiel qui veut faire la guerre à ses propres enfants, c'est inacceptable, il a dit. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Ouabalakou. Voilà. Tenez, parce que voilà, on est contraint par le temps. Tenez, je suis dit, voilà, monsieur le ministre, monsieur Arioti, est-ce que vous avez un commentaire juste avant que je prenne un auditeur? Ensuite, je reviens vers vous. Non, je suis totalement d'accord avec monsieur Adrien Ouabalakou. Il dit des choses sensées, des choses correctes. Il estime que le pays ne peut pas se construire dans l'affrontement, le pays ne peut pas se construire dans la guerre. Monsieur Sassou était incapable de
de convertir sa victoire militaire en victoire économique. Ce pays n'a pas changé en dépit de son coup d'État. Il estime qu'il faut que les forces se rassemblent et parlent entre elles pour que la nation soit sauvée. Il dit des choses exactes. C'est ce que la nation attend, parce que l'affrontement pour l'affrontement, ça n'apporte rien au pays, sinon des malheurs. Ok. Voilà, l'affrontement n'apporte rien. Tenez, ceci dit, on va prendre un auditeur du côté des États-Unis. Le 0080, si vous m'entendez, j'ouvre votre micro. Bonsoir. Allô, votre micro est ouvert, le 0080. Les États-Unis. Ok, alors je crois que l'auditeur, soit tu ne nous entends pas, ou il a un problème de réception. Alors, je vais fermer son micro. Monsieur Mariotti, on va enchaîner. Après le Congo, je voudrais avoir votre avis par rapport à la question du Zimbabwe. Le Zimbabwe, donc, où il y a eu un coup d'État, et voilà, dans les militaires, ils se sont très bien organisés, très bien structurés pour dire que ce n'est pas un coup d'État. Voilà, c'était tout simplement pour pouvoir se débarrasser de réseaux qui se trouvent autour de l'ancien président, M. Mugabe. Comment avez-vous perçu cette situation? Bien, mais au Zimbabwe, coup d'État ou pas coup d'État, en tout cas, le dénouement est bon. Qu'il y ait un coup d'État qui ne dit pas son nom, que les militaires se soient cachés derrière l'actuel président, l'ancien garde des Sceaux, le président Emerson, la fin justifie aujourd'hui les moyens. Les moyens. Donc il y a des coups d'État de ce genre en Afrique. On est preneur. S'il y a un coup d'État de ce genre en Afrique, dans le cas du Congo, pour pacifier le pays, pour apaiser le pays, pour arrêter le système de M. Sassou qui brûle la nation, le système de la nation de M. Sassou qui fracture le pays, moi je soutiens. Monsieur Mario, je soutiens, pourvu qu'au-delà de ce mouvement salutaire, de ce coup d'État qui ne dit pas son nom, la nation rentre dans une phase de redémarrage avec l'ensemble des forces patriotiques nationales. Ce qui s'est passé au Zimbabwe est beau. C'est ça même ce qui devrait, c'est ça le sens qu'il faut donner à une armée républicaine qui arrête net le désordre d'un chef d'État et qui a vieilli, qui veut passer le pouvoir à... Monsieur Mariotti, êtes-vous en train d'appeler l'armée congolaise à faire un coup d'État contre votre président, vous, ex-ministre de la Justice? Mais je n'appelle pas l'armée à faire un coup d'État contre le président Sassou, mais je l'appelle pour rétablir dans le pays des conditions d'un fonctionnement régulier de la nation. Parce que notre nation ne fonctionne pas régulièrement, le pays est fracturé dans les conditions actuelles. Si l'armée peut aider la nation, à retrouver ses repères, je ne suis pas opposé. Mais par un coup d'État, l'armée intervient par la force, M. Mariotti. Mais l'armée peut arbitrer, peut mettre fin au désordre actuel au pays. Nous sommes dans une situation où il y a le désordre dans le pays. Les fonctionnaires sont difficilement payés, le CHU est fermé, le rail, le trafic ferroviaire, il est arrêté. Il y a plein de prisonniers politiques. L'opposition n'exerce pas librement en fonction de la confiscation de liberté. Il y a plein de prisonniers politiques. Le pôle est en guerre. Les conditions sont réunies pour que l'armée, chez nous, intervienne et arrête le désordre que fait M. Sassou. D'accord. Les conditions chez nous sont remplies pour que l'armée, pour l'intérêt supérieur de la nation, sans violence, intervienne pour le pays, la nation se rassemble. Mais quand elle arrête le désordre, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Elle arrête le désordre et appelle la nation dans un compromis national pour qu'on voit comment continuer. Parce que si tel que les choses se font... Alors j'ai envie de poser des questions claires par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Dites-moi. Y a-t-il des coups d'État sans violence? Mais pourquoi Sankara est l'idole des jeunes? Pourquoi il est déifié aujourd'hui?
Sankara, il a mis fin au désordre au Burkina Faso. Pourquoi Jerry Rawlings est un homme aujourd'hui très adulé? Il a mis fin au désordre qu'il y avait au Ghana. Si demain l'armée, de manière républicaine et patriotique, vient rallier la nation pour essayer d'arrêter ces souffrances, moi je soutiendrai. Moi je soutiendrai. Le coup d'État dans les conditions où les militaires s'approprient le pouvoir, écrasent le peuple, ce n'est pas bon. Mais si c'est pour faire que la nation souffle, si c'est pour faire que la nation respire, si c'est pour rassembler davantage la nation, sortir les prisonniers, arrêter la guerre de poule, faire que l'économie démarre et arrêter les pillages. Parce que notre pays est plié par le camp au pouvoir. Mais qui s'y opposerait? La preuve, voilà. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, c'est fait dans l'intérêt de la population. Vous voyez dans quelles conditions la nation a soutenu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Demain, s'il y a une situation comme ça au Congo, en tout cas, moi, je veux soutenir. Bien, voilà, c'est clair, hein, c'est clair. Alors, dites-moi, une dernière question par rapport au Zimbabwe, parce qu'on arrive à terme de cette partie. Alors, le président actuel, comment vous le voyez? Sachant aussi que c'est la génération de Mugabe. Et voilà, c'est... Non, c'est un mal nécessaire. Le président Emerson, c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, il est mal nécessaire. C'est une situation nouvelle. Il est là, il a prêté serment. Il est dirigeant de la ZANU-PF. Il va organiser des élections certainement dans 1 ou 2 ans, n'en sait rien. Non, et tout se fait dans le cadre de la Constitution. Tout se fait dans le cadre de la Constitution. C'est une situation qu'il fallait régler pour éviter les dérapages qui étaient dangereux. On a même prévenu une guerre civile puisque le pays se divisait en partisans de Grace Mugabe et en partisans de ceux qui étaient dans la légalité républicaine. Voilà. Alors, dernière question. C'est vrai, on va pas avoir beaucoup de temps par rapport à cette question sur le sommet, parce qu'on arrive à terme de cette partie, mais je voudrais quand même vous poser 2 questions. Par rapport à ce sommet, Afrique-Europe, comment est-ce que vous analysez ce sommet à la fin de ce sommet-là? Est-ce que ce sommet donne espoir pour vous? Mais si les Européens prennent l'habitude de se retrouver avec les dirigeants africains pour parler des relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est très bien. Mais il faut craindre que ce soit un sommet de vœux pieux. C'est ça la grande question. Il y a d'abord des engagements qui ont été pris sur les questions de la traite négrière en Libye. Voyons d'abord comment régler ça. Voyons d'abord comment tout ce qui a été dit sur l'esclavagisme qui a cours aujourd'hui en Libye. Voilà comment cette question dramatique, ce crime contre l'humanité sera arrêté. Regardons d'abord ça. Parce que moi je crains que ce soit des simples réunions entre Africains et Européens et que ça se termine par des vœux pieux. Le premier test, c'est la solution à la question de la traite négrière en Libye. Voyons, ça c'est la grande question. Voyons d'abord, il faut que les points aériens, il faut que la lutte contre les passeurs, les criminels, la lutte contre tous ceux qui vendent, qui traitent, qui font du mercenariat sur les Africains, il faut d'abord que cette question-là soit réglée. Si d'ici 1 an, si d'ici 5-6 mois, il n'y a plus de marché d'esclaves en Libye. Si d'ici 5-6 mois, la question des criminels, des passeurs qui s'enrichissent sur le dos des Noirs est réglée, si d'ici 2-3-4 mois, tous les endroits où les Noirs étaient partis pour être vendus n'existent plus, on aura déjà accordé quelques points au sommet franco-européen. Mais si la rengaine actuelle, avec tout ce qu'elle a comme crime se poursuit, on aura perdu du temps à Abidjan. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Je reviendrai avec vous par rapport à cette question, pour débattre de long en large. Merci, monsieur Mariotti, d'être parti. À bientôt. Mais comment ça se passe? Nous étions en direct sur... comment vous allez mettre sur les réseaux sociaux ou comment? Vous êtes en direct sur Africa.